Tout a commencé à Strasbourg, à la Maelkirch, une taverne minuscule où nous avions l'habitude de nous retrouver. C'était le début des années 1890. Nous formions une petite bande d'artistes et d'étudiants. Je n'avais pas 30 ans. Il y avait Pierre Bucher, un étudiant en médecine. Il nous parlait de la France, de la culture française que nous ne devions pas oublier. Cela faisait rire le jeune peintre Léo Schnug. Son père était allemand et les grandes tirades de Bucher ne l'impressionnaient pas. Moi, Charles Spindler, c'était l'amour de ma région qui m'animait. J'avais la tête pleine d'idées pour notre petite patrie. Le temps pressait. Les traditions reculaient d'année en année, sans parler des autorités qui voulaient faire de nous de bons petits Allemands. Mon désir en tant qu'artiste était d'imaginer un art alsacien. Nous ne pouvions pas être français. Nous ne voulions pas être allemands. Il restait à inventer l'Alsace. Mais pour mes amis, cette idée paraissait encore incongrue. Charles Spindler, Léo Schnug, Pierre Bucher. 3 destins qui ont inventé l'Alsace. 3 hommes qui se sont croisés, opposés parfois, et qui chacun ont incarné une des multiples facettes de l'âme alsacienne. C'est à la fin du XIXe siècle, alors que la région est annexée et occupée par l'Allemagne, qu'est née la prise de conscience d'une identité spécifiquement alsacienne. Spindler, Bucher et Schnug vont devenir les principaux acteurs d'un mouvement culturel qui, malgré les contradictions, les oppositions et les tentatives de récupération, changera à jamais l'image de l'Alsace. Quand commencent les premières soirées à la Maelkirch, cela fait un peu plus de 20 ans que l'Alsace et la Moselle sont un land allemand. La guerre de 1870 aura scellé le destin de l'Alsace. Strasbourg est bombardée. La région est annexée. En 1871, la Prusse victorieuse proclame la naissance du Deuxième Reich à la Galerie des Glaces de Versailles. Le traumatisme est si profond que de nombreuses familles partent en France. Celles qui restent vivront l'annexion comme une occupation. Pour la France, les 3 départements sont une province perdue. Personne, à cette époque, n'a l'idée de revendiquer une identité régionale. Charles Spindler grandit dans une Alsace qui se remet de ses blessures. Nous continuons à parler le français à la maison. Mais je suis désormais un petit Allemand. Une bourse me permet de partir en Allemagne, étudier les beaux-arts. Après les études, le service militaire. J'en garde plutôt un bon souvenir. Malgré l'annexion, je m'entends aussi bien avec les Alsaciens qu'avec les Allemands. À mon retour, en 1890, je me rends compte que je ne connais personne à Strasbourg. Je vends péniblement mes dessins pour les almanachs populaires. Presque tous les soirs, nous nous retrouvons à la Maelkirch. Il y a mon cousin Braunagel, le peintre Léon Hornecker, très bon portraitiste, le sculpteur Marzolf, toujours timide et réservé, Gustav Stoskopf qui nous rejoint un peu plus tard, Pierre Bucher, l'étudiant en médecine, et bien sûr Sattler. Il est bien le seul Allemand de Strasbourg qu'on peut qualifier d'Alsacien. Chaque soir, nous débattons de la situation de la région. Chacun y va de son point de vue, mais ce qui nous unit, c'est l'amour de l'Alsace. Une autre rencontre va permettre à Spindler de passer à l'action. Anselme Logel invite Charles Spindler à installer son atelier chez lui, à Saint-Léonard. C'est dans cet ancien couvent de Börsch au pied du mont Saint-Odile que Spindler mènera désormais sa carrière. Anselme Logel m'a proposé d'inviter mes amis à passer la journée ici, à Saint-Léonard. Il pense que nous devrions nous unir, former un groupe d'artistes pour mieux vendre nos œuvres. Cela fait 20 ans que l'Alsace est un désert culturel. Nous devons changer les choses.
On ne peut pas passer notre temps à imiter les artistes de Berlin ou de Paris. Il est temps de créer un art original, un art qui serait l'expression de l'âme alsacienne. Les invités tombent sous le charme de Saint-Léonard. On y retrouve l'atmosphère joyeuse des soirées à la Melkischt. Zattler vient de perdre son poste de professeur et Legel l'invite à s'installer lui aussi à Saint-Léonard. Spindler, Hornecker et Zattler commencent à décorer les murs de sa maison. Ils décident alors de former le Cercle de Saint-Léonard, le premier groupe artistique alsacien à voir le jour depuis l'annexion. Spindler leur expose son idée d'une série de gravures intitulée « Images alsaciennes ». Les premières images alsaciennes paraissent en 1893. Une grange a été aménagée pour y installer une presse rapide. Spindler convainc Legel de rédiger le texte inaugural, véritable manifeste en faveur du particularisme alsacien. Dans leurs gravures, Spindler et Zattler cherchent à redonner vie à l'histoire et aux traditions alsaciennes. Pris par ses études à Paris, Pierre Bucher n'a pas l'occasion de se rendre à Saint-Léonard avant le printemps 1893. Bonjour Pierre, vous avez fait mon voyage? Merci, très bien. Charles Spindler me parle de leurs images alsaciennes. Le succès est mitigé, mais grâce à elle, il commence à se faire connaître et à intéresser du monde à son projet. Pierre Bucher avait été confronté à un instituteur très allemand qui avait voulu casser son esprit de résistance. Et Charles Spindler avait fait ses études en Allemagne avec les autres artistes allemands. En 1888, Guillaume II devient empereur d'Allemagne. Son règne marque une évolution vers l'autoritarisme et le militarisme. Malgré quelques timides concessions, l'Alsace est toujours politiquement muselée et l'arrogance des immigrés allemands n'arrange pas la situation. Le Reichsland d'Alsace-Lorraine est une terre allemande, une terre à coloniser, à défranciser. La double culture est considérée comme une cause de stérilité intellectuelle. Spindler et Legel se rendent compte qu'au fond, ils connaissent assez peu l'Alsace. Ils décident de la parcourir, de collectionner les coiffes, les costumes de chaque village. Plus d'une fois, les voilà en chasse d'une demoiselle. Elle craint pour sa vertu. Ils n'en veulent qu'à ses vêtements. Et puis, Spindler, armé d'un appareil photo, gagne la confiance des villageois. Il devient, sans le vouloir, le premier ethnophotographe de l'Alsace. Avant moi, des peintres comme Pabst, Gustave Doré ou Jean-Jacques Henner ont déjà peint l'Alsace, mais de manière ponctuelle et académique. Je veux porter un regard neuf sur ma région. Je découvre Geispolsheim presque par hasard le jour de la procession de la Fête-Dieu. Je suis le seul spectateur. Quelle beauté ces coiffes et ces costumes féminins. Je m'empresse d'en parler à mes amis. La procession devient vite un but d'excursion. Tous les amateurs de folklore veulent y assister. Bucher invite les Parisiens de passage à venir l'admirer. Malheureusement, la tradition des vieux costumes se perd peu à peu. Les villageoises finissent par ne s'habiller que pour poser devant les photographes. Je veux aller plus loin. Le format des images alsaciennes n'est pas à la hauteur de nos ambitions. C'est trop confidentiel. Nous pouvons, nous devons toucher plus de monde, en France et en Allemagne. Ce qu'il faudrait, c'est une revue.
Le jour où j'expose mon projet, mes amis sont unanimes à le condamner. À les écouter, je cours droit au désastre. Ces publications couvrent rarement leurs frais, mais je persiste. Il convainc sa mère de l'inscrire à l'école des arts décoratifs. En 1897, la commande d'un instituteur pour des cibles d'un jeu de fléchettes fait découvrir à Spindler la marqueterie. Le jour où il expose ses premières œuvres à Saint-Léonard, Joseph Zattler se moque gentiment des nouvelles lubies de son ami. Il est d'autant plus étonné quand Spindler est sélectionné pour l'exposition universelle de Paris de 1900. Spindler a 3 ans pour concevoir tout un salon. Gustav Stoßkopf vient me voir tout excité. Le magistrat allemand Julius Gräber souhaite créer un théâtre alsacien et Gustav veut absolument écrire une comédie en dialecte à partir d'anecdotes que je lui ai racontées au sujet du maire de Börsch. Logel se mêle à notre conversation. Que Stoßkopf reste donc à Saint-Léonard quelques semaines. Il pourra écrire dans le calme et nous faire lire son travail au fur et à mesure. La première de la pièce Rermer a lieu en novembre 1898. Le public alsacien rit aux éclats devant les déboires de ce maire qui, en privé, critique les Allemands et en public veut s'attirer les bonnes grâces des autorités. Le succès dépasse bien vite la région et la pièce est jouée à Berlin, puis même à Paris. Ce triomphe déclenche une controverse. Pour certains critiques français, l'usage du dialecte détourne les Alsaciens de la langue française, pendant qu'à Berlin, on y voit un refus de la langue allemande. Stoßkopf, porté par cette première réussite, va mettre de côté sa carrière de peintre pour continuer à écrire d'autres pièces. En tout cas, ce succès populaire aura montré aux deux nations une identité régionale dont elles ne soupçonnaient ni l'existence ni la force. Paris 1900, l'exposition universelle. Les plus grandes nations du monde présentent les fleurons de leurs industries et de leurs arts, et en France, en Angleterre ou en Allemagne, c'est l'âge d'or de l'art nouveau. L'Alsace est à la mode. Le succès de la pièce de Stoßkopf y contribue. Une réplique de la maison Cammerzel trône au pied de la tour Eiffel. France et Allemagne s'attribuent bien entendu les mérites d'une telle renaissance. Charles Spindler incarne toute l'originalité du destin alsacien. Il reçoit les honneurs de la presse parisienne et il expose dans le pavillon allemand. Son salon de musique arbore les formes de l'art nouveau, mais les panneaux de marqueterie sont consacrés à l'Alsace. Ce succès lui ouvre les portes de l'Europe. En 10 ans, bien du chemin a été parcouru depuis les soirées de la Melkiste. Spindler est un artiste en pleine ascension. Son pari a réussi au-delà de ses espérances et ses amis se sont ralliés à sa cause. Saint-Léonard est le berceau d'une nouvelle idée de l'Alsace. C'est toute une génération d'artistes qui arrivent sur le devant de la scène. Leo Schnug incarne une autre facette de ce mouvement, plus romantique et tourmenté. Pierre Bucher, lui, attend son heure. Il soutient Spindler, mais il est de plus en plus impatient de s'investir pour son idéal d'une Alsace française. À l'aube du nouveau siècle, comment nos trois compagnons vont-ils vivre les contradictions de cette Alsace prospère, mais déchirée entre la France et l'Allemagne? Leurs combats, si proches, ne vont-ils pas finir par s'opposer ?